Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Synopsis, l'émission qui vous balance des références comme un corbeau balance des Nevermore. Ah, les Simpsons, la matrice de la majorité de mes références culturelles. Le cinéma, Dès que Z sera arrivé, la fête commencera. la musique, Mesdames et messieurs, les Ramones. Va te faire foutre, Springfield! 1, 2, 3, 4! et autres références historiques. Ich bin ein Springfielder. Depuis 1989, les Simpsons se sont hissés au sommet de l'animation dit pour adultes, avant de sombrer dans l'indifférence la plus brutale face à ses concurrents bien plus pertinents aujourd'hui. Son âge d'or, en tout cas pour moi, se situe à peu près entre la saison 1 et la saison 10, des saisons que j'ai découvert comme bon nombre d'entre vous sur W9. Bien que les Simpsons ont eu une influence considérable dans ma construction culturelle, il y a un élément plus précis qui me subjuguait à chaque fois. Les épisodes spéciaux Halloween. J'ai toujours été fasciné par les films d'horreur, leur construction, leurs règles, leurs effets pratiques, leurs monstres sacrés. Et il est indéniable que les Simpsons Horror Show m'ont guidé, bien plus que toute autre chose, vers le chemin tortueux du cinéma de genre horrifique. Aujourd'hui, je vais vous parler du tout premier Simpsons Horror Show. L'idée de faire des épisodes spéciaux Halloween des Simpsons vient principalement du créateur de la série, Matt Groening. Cassez-vous de mon bureau! Il pensait qu'un épisode en format anthologique, composé de 3 histoires dites hors série, permettrait de sortir du cadre de la sitcom familiale et ainsi produire des histoires one-shot, plus horrifiques et fantastiques en cassant les règles. Par exemple, des personnages principaux de la série peuvent être tués dans une histoire et revenir dans l'autre. Les possibilités sont donc infinies. L'idée n'emballait pas vraiment les scénaristes, mais Jake Hogan et Wally Wolodarski défendirent l'idée avec insistance auprès du showrunner Sam Simon, qui finit par donner son accord en orientant les histoires vers plus de sarcasme et de parodie. Le projet validé, les auteurs se mirent au travail. Les inspirations de base ont tout de suite été les comics d'horreur EC Comics, Tales from the Crypt, déjà habitués à l'ironie et au moralisme tordu, et qui donneront plus tard la série anthologique Les Contes de la Crypte. Mais aussi Twilight Zone, appelé chez nous la 4ème dimension, en passant par les classiques de l'horreur gothique et moderne. Le premier épisode Simpsons Horror Show fut diffusé le 25 octobre 1990. Il s'agit du 3e épisode de la saison 2 et il inaugura la plus grande tradition annuelle de la télévision. L'épisode commence avec un générique remanié pour l'occasion. Pas de gag du canapé, mais un zoom progressif sur la cabane dans les arbres. Et oui, le titre original étant Treehouse of Horror, littéralement l'horreur de la cabane dans l'arbre. Simpsons Horror Show, c'est quand même plus stylé. Mais avant, ça commence par un avertissement de marge aux téléspectateurs. Bonsoir tout le monde. Le spectacle de ce soir dont je tiens à dire que je ne suis pas responsable vous fiche vraiment la trouille. Alors si vos enfants sont sensibles, vous devriez peut-être les coucher tôt plutôt que de nous envoyer demain des lettres d'injures. Je vous remercie de votre attention. C'est évidemment pour se protéger des plaintes des parents à la Fox, mais c'est aussi une référence directe à la scène d'introduction de Frankenstein de James Whale avec Boris Karloff de 1931. How do you do? Mr. Carl Lemley feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. C'est une parodie clairement intentionnelle, tant le ton employé et l'avertissement en lui-même sont similaires. Comme beaucoup de gens, j'ai cru à tort qu'il s'agissait d'une référence à la série TV Alfred Hitchcock présente, avec son célèbre avertissement qui retentit à chaque épisode sous la musique Funeral March of the Marionette. Good evening. Mais il n'en est rien. Il s'agit bien de Frankenstein. Il faudra attendre les Simpsons Horror Show 3 pour qu'Homer fasse référence directement à Hitchcock. Bonsoir. On m'a demandé de vous dire que cet épisode allait vous foutre la trouille. L'avertissement passé, on nous fait visiter le cimetière de Springfield, segment qui deviendra récurrent dans les premiers épisodes spéciaux Halloween, donc on va s'y attarder un petit peu. Le gag de cette séquence, ce sont les pierres tombales.
Les noms qui y sont inscrits sont ceux d'Ishmael, Ezekiel et Cornelius Simpson, une référence aux ancêtres des Simpsons, Garfield, le gros chat paresseux qui déteste les lundis, The Grateful Dead, un groupe de rock californien de l'époque, pratiquant tant la country rock et le rock psychédélique, ce qui constitue une des premières, si ce n'est la première prédiction des Simpsons. En effet, le groupe s'est séparé 5 ans plus tard, en 1995. Il y a aussi la tombe de Casper, le gentil garçon qui deviendra le gentil fantôme. Tu sais ce que je crois? Je crois que Casper est le fantôme de Richie le riche. Celle de Elvis Presley, blague classique sur le fait qu'il ne serait pas mort. Paul McCartney, blague classique sur le fait qu'il serait mort et remplacé par un clone. Ton nom ici parce que toi aussi t'es mouillé dans l'affaire mon gars. Et une où il est marqué disco parce que le disco s'est écrasé comme le Hindenburg au début des années 80. C'est une petite anthologie de blagues mêlant pop culture et légende urbaine. Une légende urbaine. C'est justement ce que racontent Lisa à Bart et Maggie lorsque Homer, déguisé en fantôme, s'approche pour écouter en douce leur conversation. Et le policier à l'autre bout du fil lui a dit: nous avons localisé l'appel. Il provient de l'étage au-dessous de chez vous. Quittez la maison. Mais il était trop tard. C'est la chute d'une célèbre légende urbaine particulièrement à la mode dans les années 70-80. Celle qu'on se racontait autour d'un feu. L'histoire de quelqu'un qui est harcelé par des appels téléphoniques inquiétants pour découvrir qu'en fait, les appels provenaient de son sous-sol, ou de son grenier, les versions diffèrent. Ça a inspiré un film, When a Stranger's Call, Terreur sur la ligne en français, sorti en 1979. And the terror just begins when a stranger calls. Et pour ma part, je pense que ça a également inspiré Black Christmas et même Scream, parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, il faut se l'avouer. J'ignore toujours votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Qu'est-ce que vous dites? Elle est nulle cette histoire, je la connais depuis la maternelle, elle fait pas peur du tout. Si. Non. Si. Non. Si. Lisa lui tend donc la torche et le met au défi de faire mieux. Bart lance alors la toute première histoire du tout premier Simpson Horror Show. La première histoire, nommée Bad Dream House, ou La maison du mauvais rêve en VF, a été réalisée par Wes Archer et écrite par le légendaire John Swartzwelder, considéré comme le meilleur scénariste des Simpsons, toutes catégories confondues, accouchant des épisodes les plus appréciés des fans, même des puristes de la première heure comme les No Homer, tels que L'ennemi d'Homer avec Frank Grimes. Ma foi, je n'ai pas besoin de grande sécurité, puisque je suis Homer. Un monde trop parfait avec mon personnage one-shot favori, j'ai nommé le grand Hank Scorpio. Allez, je veux plus vous voir. Ah, vous avez déjà vu un type dire adieu à ses chaussures? Oui, une fois. Et l'excellentissime Homer le Grand. Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous. Le segment s'ouvre sur une maison lugubre de style victorienne au sommet d'une colline. Les Simpsons emménagent dans celle-ci, sous les avertissements du déménageur. $1. Je suis content qu'il y ait une malédiction sur cette baraque. Hein? Très vite, des choses étranges se produisent. Des objets en lévitation, des murs qui saignent et un vortex transdimensionnel est même présent dans la cuisine. Homer! Qu'est-ce que c'est que ça dans le mur? Quand la maison s'attaque physiquement aux Simpsons, c'en est trop pour Marge, qui veut prendre ses jambes à son cou, et c'est tout à fait légitime. Je refuse de vivre dans un endroit maudit sous prétexte d'économiser quelques dollars. Ne sois pas aussi buté, Marge. Ça représente pas juste quelques misérables dollars, ça représente plusieurs milliers de dollars. Mais Homer, ayant principalement l'aspect pécunier comme inquiétude, réussit à convaincre de rester au moins une nuit. La nuit même, une voix endoctrine toute la famille Simpson un par un pour tuer tout le monde. Tu dois tous les tuer. Ils doivent tous mourir. Ils sortent de leur lit, s'équipent d'une arme blanche, même Maggie, mais pas Marge, qui s'était juste levée pour se préparer un sandwich. C'est d'ailleurs son intervention qui mit un stop à toute cette folie. Oh, voyons, mais qu'est-ce qui se passe ici? Homer, Bart, Lisa, Maggie, arrêtez! Excuse-moi. Excuse-moi, maman. Lisa découvre le poteau rose, en regardant dans la cave où se trouvent de nombreuses tombes, la maison étant bâtie sur un ancien cimetière indien. Homer s'explique donc avec le promoteur immobilier par téléphone. Quand vous m'avez vendu cette bicoque, vous avez oublié un petit détail. Vous ne m'avez pas dit qu'elle a été construite sur un ancien cimetière indien. Non, vous ne l'avez pas dit. Non, pour moi, c'était pas comme ça. Ouais, bon, d'accord, au revoir. Il dit qu'il m'en a parlé 5 ou 6 fois.
et s'ensuit une conversation sur le vivre ensemble avec la maison. Vous mourrez tous, et vous mourrez lentement. Taisez-vous! Arrêtez de nous faire marcher avec vos histoires. Nous n'avons pas l'intention d'aller ailleurs. Nous allons tous devoir vivre ensemble, alors autant vous y faire. Les Simpsons sortent de la maison pour la laisser réfléchir. Vivre avec les Simpsons. Je n'ai pas le choix. Et elle s'auto-détruit, car l'idée de vivre avec les Simpsons est pire que tout. Putain, elle a choisi de se détruire plutôt que de vivre avec nous. On peut pas s'empêcher de se sentir un peu rejeté. Les deux influences majeures de cette histoire, ces deux piliers, pourrait-on dire, sont d'une part le film Amityville, la maison du diable, dit Amityville Horror en VO, sorti en 1979, inspiré d'un livre éponyme, sorti en 1977, inspiré d'une histoire vraie, entre de gros guillemets, celle des Lutz, qui après avoir emménagé dans la maison du 112 Ocean Avenue à Amityville dans le Long Island, s'est vu être les témoins de phénomènes paranormaux d'une telle terreur qu'ils quitteront la maison en urgence en laissant toutes leurs affaires au bout de 28 jours. En effet, en 1974, cette maison fut le témoin d'un massacre familial d'une sauvagerie brutale. Une nuit, Ronald DeFeo, l'aîné de la fratrie DeFeo, prit un fusil pour tuer absolument tous les membres de sa famille pendant qu'il dormait. Sa défense sera de dire qu'il était possédé par le démon. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit médiatiquement parlant, le 112 Ocean Avenue devenant ainsi l'archétype de la maison hantée. Même les célèbres chasseurs de démons Ed et Lorraine Warren se sont intéressés à l'affaire. George Lutz, intéressé par la vérité, mais surtout par l'argent, vendit les droits de son histoire, tout en touchant quelques billets pour droits d'auteur, à Jay Hansen, pour écrire un livre et l'avait déjà vendu à AIP, American International Pictures, pour en faire un téléfilm. Finalement, en 1979, c'est au cinéma que le public a pu découvrir le film de Stuart Rosenberg avec James Brolin dans le rôle de George Lutz. Ce film s'est hissé comme la matrice des films de maisons hantées modernes, tant dans l'esthétique que dans la mise en scène. Des scènes mythiques qui inspireront justement le segment Bad Dream House de ce premier horror show. Bien que la maison sur la colline ait des airs du manoir Bates de Psychose, c'est bien la maison d'Amityville qui en est l'inspiration primordiale. Les fenêtres sur le côté de la bâtisse ne tromperaient même pas un aveugle. Les Simpsons font une affaire en achetant la maison au rabais. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle était si bon marché. Le vendeur était motivé. Tout comme les Lutz après le massacre des DeFeo. Le Get Out, légendaire du film, est présent dans le segment. L'entité démoniaque demande la même finalité que dans le récit d'Amityville, c'est-à-dire tuer toute la famille. Et la référence la plus iconique, les murs qui se mettent à saigner. Fais saigner les murs. Non. T'es à nous, on t'a acheté, alors fais-nous voir du sang. Identique au film. À moins que ce soit une référence à La Maison qui saigne, le premier épisode de Mystère. Bonsoir. Il y a aussi l'image d'Homer avec sa hache, qui je pensais être une référence à Shining quand j'étais petit, mais il mime bien George Lutz dans le climax du film. Le deuxième pilier culturel sur lequel est basé Bad Dream House est le film Poltergeist, sorti en 1982, produit par Steven Spielberg et réalisé par Steven Spielberg. Non, excusez-moi, je voulais dire réalisé par Toby Hooper, le réalisateur du célèbre Massacre à la tronçonneuse. Mais au vu des résultats finaux et au nombre d'heures que Spielberg a passé à fliquer Hooper pendant le tournage, on peut aisément dire que ce film est un film de Spielberg. Mais du coup, il fait un très bon film familial horrifique qui peut aisément devenir une introduction au cinéma de genre pour les plus petits. Le mot poltergeist vient de l'allemand et veut littéralement dire « esprit frappeur », qui provoque donc des perturbations physiques telles que des bruits étranges ou des objets qui bougent.
une entité plutôt active pour le coup. C'est précisément l'histoire du film du même nom, dans lequel une gentille petite famille attachante, les Freeling, commence à remarquer des étrangetés dans leur nouvelle maison californienne flambant neuve. Tout commence quand la petite Caroline entend des voix provenir du téléviseur, puis les phénomènes s'intensifient, les objets deviennent subitement animés, l'arbre terrifiant planté devant la maison de la chambre des enfants commence à les attaquer et la petite Caroline est même aspirée dans une autre dimension. La vérité, c'est que les lotissements récemment construits dans lesquels ils habitent le fut sur un ancien cimetière indien. Dans Bad Dream House, les objets lévitent d'eux-mêmes et attaquent même Bart. C'est le comportement typique d'un poltergeist, comme dans le film éponyme. Bien loin du démon d'Amityville, dont le film tout entier instaure une ambiance horrifique, subjective, très à la mode dans les années 70. Le vortex dans la cuisine et l'arbre devant la fenêtre de Lisa sont aussi des éléments directement tirés du film. Sans parler de la maison qui disparaît à la fin. Mais la référence la plus cinglante relève du motif de la malédiction elle-même, la construction sur un ancien cimetière indien. On peut d'ailleurs lire sur les pierres tombales des noms de célèbres amérindiens, réels, fictifs ou légendaires, tels que Iwata, Cochise, Sitting Bull, Pocahontas, Crazy Horse le cheval fou, Not So Crazy Horse le cheval Pacifuxa, Geronimo, Sacagawea, Tonto le fidèle compagnon du Lone Ranger, et le Mahatma Gandhi qui, comme tout le monde le sait, est indien et non américain de souche. Ouais, les Américains de souche comme nous. Non, je parle des Indiens d'Amérique. Comme moi. Bad Dream House, ou La Maison du Mauvais Rêve, en VF, est plutôt bon, même si je ne l'ai vraiment apprécié que très récemment, n'ayant pas les références étant petit. Ce segment s'apparentait simplement pour moi à une histoire de maison hantée aussi banale que générique. Mais justement, ces éléments banals et génériques fut un temps aussi innovantes que surprenantes dans ces deux classiques de l'horreur, The Amityville Horror et Poltergeist. Après la démonstration de la plus vieille blague du monde... Alors qu'est-ce que tu penses de ces doigts sanglants? De la bave de bébé? Bart enchaîne directement avec la seconde histoire. Les damnés au fin. Appelée Hungry Hard Damned Outre-Atlantique, écrite par le duo de scénaristes Jake Hogan et Wallace Wolodarski et réalisée par Rich Moore. Dans ce deuxième segment, les Simpsons sont raptés par une soucoupe volante en plein barbecue dans leur jardin. On découvre alors pour la première fois Kang et Kodos, les deux aliens mythiques de la série, qui deviendront les figures des épisodes Simpsons Horror Show à venir. Saluez tous le président Kang! J'avais voté pour Kodos, moi. Le design final revient au scénariste Hogan et Wolodarski, qui voulaient une esthétique inspirant les vieux pulps d'horreur et de science-fiction. Comme inspiration, on peut citer le look de l'alien dans le film The Atomic Submarine de 1959. So, Commander Holloway, as you Earth inhabitants would express it, we meet. Face to face. Mais aussi les créatures dans le comics EC Weird Science numéro 16, publié en 1952. Leurs noms, quant à eux, sont directement inspirés de personnages de la série Star Trek originale de 1966. Kang est inspiré du capitaine Klingon belliqueux du même nom dans l'épisode Day of the Dove de la saison 3, et Kodos fait référence à Kodos dit Exécutionnaire, un dictateur tyrannique responsable d'exécutions massives dans l'épisode The Conscience of the King de la saison 1. Kodos made a decision of life and death. Some had to die that others might live. Les extraterrestres se présentent donc aux Simpsons de manière cordiale et bienveillante. Ils leur expliquent qu'ils sont rigéliens et qu'ils les emmènent sur leur planète pour célébrer un banquet à leur honneur. Avec Kodos, on vous conduit sur Rigel 4, un monde d'infinis délices qui flattera vos sens et repoussera les limites de vos perceptions intellectuelles. Pendant le trajet, les Simpsons sont servis comme des rois. Les aliens leur fournissent même leurs plats préférés, les incitant à toujours manger plus. Comme si ils les engraissaient. Terrien, mangez. Faut manger pour devenir gros. Lisa, de nature sceptique, a un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose qui va pas dans tout ça. La petite a raison. Il faudrait un peu de sauce pour accompagner ces côtelettes.
Elle se faufile donc dans les cuisines du vaisseau et découvre un livre, apparemment de cuisine, nommé How to Cook Human. Comment cuisiner les humains. Elle confronte les Rigeliens et il leur rétorque que le livre est plein de poussière cosmique. Il souffle et fait apparaître le véritable titre, How to Cook for Human. Comment cuisiner pour les humains. Un petit instant. Encore un souffle dessus et un mot apparaît. How to Cook 40 Human. Comment cuisiner 40 humains. L'alien clôt la discussion en soufflant une dernière fois. Attendez, il reste de la poussière sidérale dessus. How to Cook for 40 Humans. Comment cuisiner pour 40 humains. Profondément outrés, ils les larguent dans leur jardin en leur rappelant évidemment qu'ils auraient été traités comme des dieux. Nous vous avons offert le paradis. Vous auriez connu des émotions 100 fois plus fortes que ce que vous appelez l'amour, et 1000 fois plus grandes que ce que vous appelez le rire. Vous auriez été traités comme des dieux, et vous auriez vécu à jamais dans la beauté. Il y avait des monstres sur ce vaisseau, mais c'était pas ceux qu'on pensait. Tu vois, Lisa, quand on te dit qu'à force d'être intelligente, tu te causeras du tort. Bien joué, Lisa. Ouais, merci, Lisa. Outre Star Trek pour les noms des aliens, même certainement aussi pour Serac le préparateur. Eh bien, si vous aviez l'intention de faire pleurer Sirac le préparateur, je dois vous dire que vous avez réussi. Dont le nom ressemble étrangement à Sarek, le père de Spock, Les damnés ont faim est entièrement inspiré d'un épisode de la Twilight Zone. La célèbre série anthologique appelée chez nous la 4ème dimension est une série américaine de science-fiction, parfois fantastique et passant souvent à l'horreur psychologique, qui a été diffusée sur CBS de 1959 à 1964, créée, produit et narré par Rod Serling. Missing one frightened little girl. Son générique est devenu iconique et reconnaissable entre tous. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. C'est la série télé qui a lancé le format anthologie moderne et a vu défiler à la réalisation des noms comme Richard Donner, le réalisateur de The Omen, et Stuart Rosenberg, le réal de The Amityville Horror. La boucle est bouclée. L'épisode précis sur lequel est basé le segment des Simpsons est le 24e de la saison 3, nommé To Serve Men, et est une adaptation d'une nouvelle de science-fiction écrite par Damon Knight, publiée en novembre 1950 dans le magazine Galaxy Science Fiction et portant le même nom. Dans la nouvelle de Knight, des extraterrestres appelés les Canamites, à l'aspect porcin, petits, trapus, entièrement velus et dotés de mains possédant 3 doigts, arrivent sur Terre avec la promesse de faire disparaître tous les maux de l'humanité à l'aide de leur technologie futuriste. Le narrateur, un traducteur travaillant aux Nations Unies, est témoin des échanges entre la délégation Canamite et les représentants des différentes nations terrestres. Les Canamites passent avec succès le test du détecteur de mensonges pour prouver que leurs intentions sont bienveillantes. Mais ils ne répondent pas sur leur motivation, pourquoi faire cela pour l'homme ? Et ils ne répondront jamais. Les Canamites, grâce à leur technologie, font disparaître progressivement les famines, les maladies, les guerres, et rendent les ressources quasi illimitées. C'est un nouvel âge d'or pour la Terre, de telle sorte que l'humanité commence à se désarmer. Le narrateur quitte son emploi aux Nations Unies, devenu caduc, pour aller travailler à l'ambassade Canamite sur Terre, ce qui sous-entend très certainement la fin des nations. Parallèlement, les extraterrestres instaurent un programme d'expatriation des humains vers leur planète d'origine, leur promettant abondance et bonheur dans ce qui semble être un jardin d'Éden galactique. Le collègue du narrateur, qui a également quitté les Nations Unies pour l'ambassade alien, et qui a toujours été sceptique vis-à-vis des Canamites, arrive à se dégoter un livre écrit dans leur langue, et qui semble être un manuel distribué à grande échelle à destination des Canamites sur Terre. Ensemble, ils réussirent à déchiffrer le titre « To Serve Men », servir l'homme, ce qui semble être cohérent avec leurs intentions bienveillantes déclarées. Une fois l'humanité rassurée, unifiée et désarmée, sur le départ pour un voyage galactique qui les mèneront à ce qu'ils pensent être le millénium, le narrateur recroise son collègue sceptique, aussi blanc qu'un linge,
lui annonçant qu'il a réussi à traduire le premier paragraphe du livre Kanamite. C'est un livre de cuisine. Le twist final appuie sur le double sens du mot « to serve », servir. Son adaptation télévisuelle dans la 4e dimension est, quant à elle, réalisée par Richard Baer et diffusée pour la première fois le 2 mars 1962. C'est une adaptation très fidèle de la nouvelle de Knight, excepté quelques modifications. L'apparence des Kanamiques a été retravaillée pour l'occasion. Bien loin de leur aspect porcin, petit et velu, ils sont désormais très grands, minces, avec une exubérance de la boîte crânienne et du menton. Sans doute une peau d'une couleur bleue ou verte, mais ce n'est qu'une spéculation, la série étant en noir et blanc. Le premier Kanami qui nous est introduit de la scène aux Nations Unies est interprété par Richard Kiel, un géant de 2,18 m qui interprétera par la suite le personnage de requin dans les films James Bond, L'espion qui m'aimait de 1977 et Moonraker de 1979. Le narrateur, appelé Michael Chambers, et interprété par Lloyd Bochner, n'est plus traducteur aux Nations Unies, mais linguiste spécialisé dans le décryptage dans l'armée américaine. Le collègue sceptique est remplacé par son assistante Patty, interprétée par Susan Cumming, qui déchiffrera le livre non pas par scepticisme, mais par curiosité. L'ambassade Kanamite a été retirée du scénario. L'action se déroule d'une part aux Nations Unies avec la scène du premier contact et du détecteur de mensonges, dans les locaux des linguistes militaires et dans le vaisseau des Kanamiques en introduction et en fin de récit. Les scènes dans le vaisseau nous reflètent une réalité cauchemardesque tirée des meilleurs récits d'anticipation. Un monde autoritaire, bienveillant d'apparence, infantilisant, ultra-invasif et totalitaire. Un futur dystopique qui ferait pâlir Huxley et Orwell réunis. Tout ça dans le but d'engraisser les humains comme du bétail pour les consommer par la suite. Hungry Heart Damned est une fidèle parodie de To Serve Men. L'emballage est le même. Des extraterrestres promettent paix et abondance sur la planète édénique. Ils traitent les humains comme des rois en les engraissant. La scène de la pesée est directement tirée de l'épisode de la Twilight Zone. Excellent, monsieur Simpson. Excellent. La différence, c'est qu'au lieu de nous faire passer des vessies pour des lanternes, il nous fait passer des lanternes pour des vessies. Tout le long du segment, on nous fait douter de la bonne volonté des Rigeliens. Certaines phrases appuyées, certains comportements étranges. Comment ça se fait qu'on vous voit jamais manger? Eh bien, on ne tient pas à se couper l'appétit avant la grande fête prévue pour votre arrivée à Régal 4. Qu'est-ce que tu regardes, mon pote? Votre femme est un beau morceau. Oh, merci. C'est rien, mangez. Faut manger pour devenir gros. Oh oui, vous serez présent à la fête. J'ai l'impression que vous en serez les invités d'honneur. Tout à l'inverse de To Serve Men, où le complot était tellement bien ficelé que le twist final était fracassant. Le twist final de Hungry Heart Damned est complètement inversé. Ils étaient réellement bienveillants, et les Simpsons ont raté l'occasion de vivre une existence de paresse et d'abondance divine. J'ai toujours apprécié les damnés ont faim, ne serait-ce que pour l'introduction des personnages de Kang et Kodos qui hosteront de nouveaux Simpson Horror Show par la suite. Mais c'est grâce à l'écriture de ce synopsis que j'ai pu découvrir la nouvelle To Serve Men de Damon Knight et son adaptation à la télévision dans la 4e dimension. Et je dois dire que je suis agréablement surpris. La nouvelle est très courte, seulement 2 ou 3 pages, mais qui suffisent amplement à vous transporter vers un monde dystopique rétro-futuriste, où l'humanité fut dupée, tout comme le lecteur, et asservie pour devenir inconsommable. C'est d'ailleurs une vision très répandue à l'époque que, si extraterrestre il serait probablement hostile, belliqueux et dominateur. Ça a beaucoup à voir avec les relations diplomatiques de l'époque entre les États-Unis et l'Union soviétique. Quand les relations étaient mauvaises et la population était prise par la peur d'un hiver nucléaire, la figure des aliens dans la conscience commune était celle d'envahisseurs sanguinaires prêts à nous asservir. A contrario, quand les relations se détendaient, les extraterrestres étaient plutôt perçus comme des êtres profondément bons, avec une conscience supérieure, prêts à nous délivrer de nous-mêmes en nous apportant l'âge d'or. La duperie des Kanamites est justement de jouer sur les 2 tableaux. Le récit est donc un avertissement sur la tromperie de potentiels envahisseurs avec évidemment l'ombre de l'URSS et du communisme derrière. Là où Hungry Heart Damned nous dit justement que trop de méfiance peut ternir les relations et pourrait être considéré comme une critique de la xénophobie. Ce que je trouve aussi fascinant dans To Serve Men, c'est que le Kanamite mentionne le fait que ce n'est pas la première fois qu'ils viennent sur Terre pour diffuser la paix et la prospérité en se servant de leur technologie extraterrestre. Ce qui fait écho à la théorie des anciens astronautes qui attribuent les progrès humains à certaines périodes données de l'histoire aux visiteurs d'un autre monde.
ce qui induit que les Canamites n'en sont pas à leur première récolte, ni à leur première moisson. Et si la terre n'était qu'un élevage intensif d'humains pour la consommation alimentaire des Canamites, et ce, depuis le début. Nous sommes enfin au 3e et dernier segment de cet épisode. Et contrairement à Hungry Heart Damned, j'étais très loin de découvrir la référence de cette histoire pour ce synopsis, connaissant l'œuvre de base depuis pas mal d'années maintenant. D'ailleurs, il n'y a pas de référence, c'est carrément une adaptation. Ça s'appelle Le Corbeau. Une fois, par un minuit lugubre... Tandis que je m'apesantissais, faible et fatigué, sur maints curieux et bizarres volumes de savoir oublié. Le Corbeau, ou The Raven en anglais, est réalisé par David Silverman et scénarisé par Sam Simon, qui partage le crédit avec l'auteur original, Edgar Allan Poe. Et je pense qu'il est temps de mentionner James Earl Jones dans cette vidéo, le célèbre interprète de la voix de Dark Vador dans Star Wars, de la voix de Mufasa dans Le Roi Lion, et l'incarnation de Thulsa Doom dans le film Conan le Barbare de John Milius. Oui. James Earl Jones a prêté sa voix dans chaque segment de ce premier horror show, celle du déménageur dans Bad Dream House, celle de Serac le préparateur dans Hungry Heart Damned, et dans Le Corbeau, il est le narrateur central du segment entier, prêtant ainsi sa voix grave et charismatique au plus grand poème gothique de tous les temps. Le Corbeau est un poème d'Edgar Allan Poe, un célèbre écrivain américain du 19e siècle, a été publié pour la première fois dans le journal Evening Mirrors en 1847 et a été traduit en français par le célèbre Charles Baudelaire. Je ne vous conseillerais jamais assez de lire ou d'écouter ce poème. Il est très court et très mélodique, surtout en anglais. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Le poème conte l'histoire d'un jeune érudit perdu dans l'étude de vieux grimoires pendant une nuit lugubre de décembre. Il se plonge corps et âme dans ses vieux ouvrages pour oublier. Oublier la perte de la rare et ravissante jeune fille que les anges nomment Lénore. Lorsque tout à coup, il entend un frappement derrière la porte de sa chambre. Il croit le rêver, mais un deuxième frappement le sort de sa rêverie. Il s'excusa donc de peur d'avoir froissé quelconque visiteur sur le pas de sa porte. Il ouvrit. Les ténèbres et rien de plus. C'est tout, les ténèbres et rien de plus. Attends, il s'est pas foulé. Il se remit en tête alors de retourner à ses œuvres anciennes à la recherche d'un réconfort quelconque, lorsque soudain, il entendit un autre frappement, cette fois-ci derrière sa fenêtre. Il se dirigea alors vers celle-ci pour l'ouvrir, quand soudain... Entra un majestueux corbeau des 5 jours de jadis. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta ni hésita un instant, mais avec une mine de l'or ou de Lady, se percha au-dessus de la porte, se percha sur un buste de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, se percha, siégea et rien de plus. Le narrateur lui demande alors son nom. Quoique ta crête soit chenue et rase, non, tu n'es pas pour sûr un poltron spectral, lugubre et ancien corbeau errant loin du rivage de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial au rivage plutonien de la nuit. Le corbeau dit... Va te faire shampouiner. Bart, ça suffit. Il a dit jamais plus, et c'est toujours ce qu'il dira. Ok. Jamais plus, ou nevermore dans la langue originale, expression de désespoir éternel. Il pose ensuite une série de questions au corbeau, des questions concernant sa douce Lénore, dont la perte le plonge dans les rivages plutoniens. Est-ce que Lénore est de l'autre côté ? L'attend-elle au paradis ? Est-ce que son esprit est ici avec lui malgré la mort ? Le corbeau répondit « Jamais plus ». Et ce pour toutes les questions. L'érudit lui demande alors de partir, frustré de ses réponses. Le corbeau n'est pas le bienvenu chez lui. Que ce mot soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon. Hurlai-je en me dressant. Recule dans la tempête et le rivage plutonien de la nuit. Ne laisse pas ici une plume comme un gage du mensonge qu'a proféré ton âme. Laisse invioler mon abandon. Quitte le buste au-dessus de ma porte. Ôte ton bec de mon cœur et jette ta forme loin de ma porte. Le corbeau dit... Jamais plus. Mais... le corbeau, s'envolter, siège encore sur le buste de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve, et la lumière de la lampe ruisselant sur lui projette son ombre à terre, et mon âme de cette ombre qui gifle flottant à terre ne s'élèvera jamais plus. Lisa, ça foutait pas la trouille, même pour un poème. Ce poème est la quintessence et un des points de départ de ce que l'on appelle le gothique.
Et je ne parle pas d'un style vestimentaire de la fin des années 90. Non, je parle bien d'un style littéraire. D'abord le champ lexical, sombre, dépressif et morbide, tout comme les couleurs dominantes. Pourpre, violet, noir, les couleurs de la mort. L'environnement est le reflet de l'état d'esprit du narrateur. Il y règne une atmosphère angoissante et oppressante. Le choix du corbeau dans cette équation tombe donc sous le sens. C'est un animal de multiples facettes, tantôt divin, tantôt maléfique. Dans la mythologie nordique et celte, le corbeau représente l'archétype du messager entre les mondes des hommes, des dieux et des morts. Les deux célèbres corbeaux d'Odin ne s'appellent-ils pas Raison et Mémoire ? C'est pourquoi le jeune érudit lui pose toutes ces questions sur les Nords. Il représente à ce moment-là un espoir de se rapprocher de sa chair et tendre disparue. Mais dans le christianisme, le corbeau est une figure diabolique. Le deuxième animal favori de Satan juste après le serpent. Cela prend ses racines dans le récit du déluge où Noé envoie un corbeau trouver rivage, mais celui-ci préféra picorer les cadavres des animaux morts. Et ça a été renforcé par les écrits de saint Augustin présentant le corbeau comme le mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le narrateur se frustre des réponses du corbeau qui ne lui plaît pas. Il voit en lui l'envoyé du diable. Il voit l'hérésie en lui, profanant son buste de Pallas juste au-dessus de la porte de sa chambre. Pallas, que vous connaissez très certainement sous le nom d'Athéna, déesse grecque de la sagesse, est souvent représentée avec une chouette, symbole de la raison et du savoir. Alors que le corbeau, en contradiction, représente le doute et la déraison du narrateur. En vérité, tout comme l'environnement lugubre qui découle de l'état d'esprit du narrateur, le corbeau représente son deuil. Il représente la mort de Salénor. Il lui pose des questions dont il sait déjà la réponse. Il ne fait qu'interpréter le « jamais plus » du corbeau dans la logique de son chagrin. Un « jamais plus » qui, dans la langue originelle du poème « Nevermore », ressemble étrangement à un croassement de corbeau. Ce « Nevermore » deviendra un refrain obsédant, symbole de désespoir éternel, de perte irrémédiable, de deuil qui ne guérit jamais. Carl Jung disait que si l'on rêvait de corbeau, cela signifiait une période de transition, d'acceptation ou non, mais dans tous les cas, aller vers un changement. Le poème nous dit que nous sommes en décembre, la fin d'un cycle, et notre narrateur, le jeune érudit, attend que le jour se lève, qu'il occupe son esprit pour oublier le deuil de sa douce Lénore. En réalité, il est prisonnier de la nuit qui représente son deuil. Le corbeau, lui, représente la mort. En s'installant à jamais chez l'érudit, il écrase ses espérances. Il ne reverra jamais plus Lénore, et le jour, tout comme son âme, de cette ombre qui gifletant à terre, ne s'élèvera jamais plus. Edgar Allan Poe a toujours dit que son poème n'avait ni de sous-texte, ni de symbolisme. Pourtant, le choix du corbeau n'est pas anodin. Poe était cultivé, il a fait sa scolarité à West Point, célèbre école militaire où il a démontré son intelligence et sa culture. Il a été élevé dans le christianisme, donc il savait parfaitement les symboliques chrétiennes et païennes d'un tel animal. Mais la véritable force du corbeau, outre son succès qui inspirera tout un genre, c'est son caractère prémonitoire. En effet, Virginia, la femme d'Edgar Allan Poe, tomba gravement malade et finit par mourir en 1847. Edgar tomba alors dans une violente dépression qui le mena directement dans l'alcoolisme. Il mourut seulement 2 ans plus tard, en 1849, sans jamais réussir à surpasser son deuil, reproduisant ainsi la destinée de son personnage sous le joug de son propre corbeau, l'alcool. Comme je l'ai déjà dit, le segment du Simpson Horror Show est une fidèle adaptation. Seuls quelques gags visuels ont été rajoutés pour coller à l'esprit de la série. L'épitrerie d'Homer, le tableau de Marge en Lénore séparé en 2 parties pour ses cheveux, Lisa et Maggie en séraphin donnant des coups d'encensoir à Homer, balancé par les séraphins, et Bart en corbeau moqueur pour faire référence à l'antagonisme entre Homer et Bart, qui mènera à un petit affrontement dans la chambre lugubre. Il lui jettera d'ailleurs 3 livres à la figure, The Pit and the Pendulum, Le puits et le pendule, The Telltale Heart, Le cœur révélateur, et The Purloined Letter, La lettre dérobée, tous 3 étant des œuvres de Poe. On sent, avec ce segment, la volonté de Sam Simon d'orienter les histoires vers le sarcasme plutôt que l'horreur, l'ambiance plutôt que le visuel, privilégier des œuvres culturelles classiques dans le but de les faire découvrir à toute une génération. Ce qui fait d'ailleurs écho à la ligne de dialogue de Bart sur Vendredi 13. Ouais,
Comme quand on revoit le premier Vendredi 13, c'est ringard comparé aux effets spéciaux d'aujourd'hui. Vendredi 13 étant une saga particulièrement graphique et gore pour l'époque, et était considérée, pas par moi puisque j'en suis fan, comme une saga d'abrutis et de crasseux. C'est mal! Tu m'entends, maman, c'est mal! Papa! Ouh, bébé, ouh, bébé. Alors, on donne pas un petit baiser à ce pauvre nounours, hein? Au lit, les enfants! Ouais, bah, j'aurais aucun mal à m'endormir ce soir. Ce tout premier Simpson Horror Show se termine donc sur Homer, essayant difficilement de s'endormir, angoissé par les histoires racontées par ses enfants. Oh, je déteste Halloween. Ce premier spécial Halloween a été couronné de succès, tant par les fans que par les critiques, et ce, dès sa diffusion. L'épisode est souvent considéré comme un classique intemporel de la série. Décrochant la note de 9 sur 10 sur IMDb, il est inclus dans plusieurs classements prestigieux, comme dans le top 12 des meilleurs épisodes de tous les temps, par TV Guide en 1998, et parmi les 5 meilleurs selon The Guardian. Le segment du corbeau est particulièrement loué pour son intelligence littéraire et la performance vocale du grand James Earl Jones. Lors de sa diffusion, le premier Simpson Horror Show récolta un audimat de 15.7, ce qui équivaut à 14,6 millions de foyers. Il se hissa à la 25e place du classement hebdomadaire des États-Unis et premier sur la chaîne Fox. Le succès fut tel que les épisodes spéciaux Halloween deviendront une tradition annuelle encore de rigueur aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Il a permis à l'introduction de Kang et Kodos qui seront présents dans presque tous les épisodes Horror Show et a redéfini les limites créatives de la série en proposant un format triptyque, devenant un pilier incontournable de la pop culture Halloween. Après avoir écrit ce synopsis, je dois dire que j'arrive à apprécier chacune des 3 histoires à leur juste valeur. En ayant toutes les références, c'est plus facile à comprendre le génie de ces segments. Mais avant ça, et pendant longtemps, j'ai toujours été plus attiré par le corbeau. Et ce à cause de son esthétique sombre et la mélodie de sa narration. Grâce à ce segment, une version plus jeune de moi a découvert ce poème et son auteur, et s'est pris de fascination pour lui. Et ça n'a pas de prix. Et vous, quel est votre segment favori ? Marquez-le en commentaire, et on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de Synopsis. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Get your paws off me, you dirty ape! Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're all so lazy. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Help me, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Get your Dr. paws Zayas. off me, you dirty ape! Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're all so lazy. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Help me, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Get your Dr. paws Zayas. off me, you dirty ape! Dr. Zayas.
think you're crazy. Want a second opinion? You're all so lazy. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Help me, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, get your paws off me, you dirty ape. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas. Qu'est-ce que tu regardes, mon pote? Votre femme est un beau morceau. Oh, merci.